Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et vous l'aurez compris, on parle bien évidemment de photographie en règle générale. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel sur Filmpak 7. On va voir ensemble les différentes fonctionnalités de ce logiciel. Je vous avais proposé la dernière fois de faire un essai gratuit de ce logiciel lors de la présentation de Photolab 7 et Filmpak 7. Si vous avez activé votre essai, je vous propose de suivre ensemble dans ce tutoriel les différentes fonctionnalités de ce logiciel. Ça vous permettra d'exploiter à fond les fonctionnalités de ce logiciel pendant votre période d'essai. Si néanmoins vous décidez de passer à l'achat de ce logiciel ou Photolab 7, etc., je vous rappelle que vous avez un lien affilié dans la description de cette vidéo. Ça ne vous coûte rien. Moi, ça me permet d'avoir une modeste commission lorsque vous passez par ce lien affilié et ça me permet de vous rapporter des tutoriels sur ma chaîne YouTube, comme celui-ci par exemple. Alors, on y va, c'est parti. On va aller voir Filmpak 7. Aujourd'hui, on va regarder les différentes fonctionnalités. Vous avez un explorateur ici de fichiers, d'accord, pour aller sur vos disques durs, aller voir vos dossiers. Là, notamment, j'ai un dossier de photos. Vous avez différentes fonctionnalités qui permettent un petit peu de traiter ces différentes photos comme vous voyez là. Vous avez un mode de vue, mode de vignette. Vous avez ici la possibilité d'agrandir ou de réduire ici les photos que vous avez dans votre pellicule. Et là ici vous avez un mode trié par date de prise de vue, modification en alphabétique, type de fichier, ascendant, descendant. Bref, vous l'aurez compris, c'est un petit système de classement ici juste comme ceci dans Filmpak 7. On voit aujourd'hui Filmpak 7 de manière autonome. Vous avez également ici ouvrir un fichier, ouvrir un dossier, exporter, gestion des rendus, affichage. Bon, toutes ces différentes fonctionnalités que vous pouvez retrouver là, ce sont des fonctionnalités basiques. On ne va pas s'attarder dessus. On va aller dans le vif du sujet. On va rentrer directement dans Filmpak 7. Filmpak 7 qui se constitue, vous allez le voir ici, de différents menus. On a cette barre ici sur le dessus, tout en haut. Alors, on va voir les différentes fonctionnalités bien sûr. Et on a bien évidemment tout ce qui est personnalisation, que ce soit en pré-réglage ou personnalisé, c'est-à-dire les différentes fonctionnalités qu'on retrouvera dans Filmpak 7 pour régler notre image. On a un véritable laboratoire numérique, c'est très complet. Et ici, vous avez les pré-réglages. Premier changement que je peux vous montrer ici, c'est que vous avez ces deux petits menus qui sont super bien ici. Vous pouvez jongler entre pré-réglage et personnalisé. Là maintenant on va dire que c'est quand même un petit peu plus logique et plus sympa comme ça. Vous avez ici, si on commence par la droite, les différents modes de vue. Vous avez masquer les contrôles qui vous permet de voir votre image en entièreté, ce qui peut être pratique aussi si vous voulez faire un avant-après comme cela en voyant votre image juste comme cela, sans être perturbé par tout ce qui est sur la droite du menu. Vous pouvez le faire ici. Vous avez bien évidemment la possibilité d'afficher votre photo que vous voyez là en miniature et vous avez la possibilité d'afficher en plus de cela un histogramme. L'histogramme qui est très pratique quand même pour faire ces réglages, avouons-le. Alors à votre choix, vous pouvez laisser l'histogramme comme ceci et cacher la miniature ou bien laisser la miniature, cacher l'histogramme ou cacher les deux au choix. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement ici mettre les deux choses comme cela. Alors bien évidemment aussi, vous avez ce menu contextuel avec un mode enregistrer. Vous pouvez enregistrer votre photo dans un endroit particulier lorsque vous avez fini votre édition. Une fois l'édition faite dans Filmpak 7 ou après ajout d'un film, modification, on peut enregistrer aussi ce qu'on appelle un pré-réglage dans Filmpak 7 et vous avez toute cette fenêtre ici qui vous permet de rentrer toutes les données afin de enregistrer votre pré-réglage bien sûr. Vous avez les modes de comparaison, on va les voir ici en action juste après aussi également. Vous avez un mode comparaison avant-après comme ceci. Bon là vous voyez qu'il n'y a aucune modification à part bien évidemment vous voyez que la correction de distorsion a été faite et la correction du module optique, correction boîtier objectif. Vous savez que Filmpak 7 reprend le même module de DxO Photolab pour réguler ici les fichiers RAW, parce que là j'ai pris un fichier RAW bien sûr, sachez que vous pouvez utiliser des JPEG et du TIFF si vous voulez rectifier l'aspect de votre photo aussi également grâce à Filmpak 7. Ce sont des simulations de films argentiques et digitaux, il y a les deux choses aussi là-dedans. Ces simulations ont été faites dans les laboratoires de DxO, donc de manière réelle et scientifique. Vous avez aussi également changer l'image de référence qui vous permet de sélectionner une image de référence. Bon, vous allez voir ici, je vais me mettre en image optimisée. L'image optimisée, c'est celle-ci. Et bien sûr, lorsque vous allez faire un avant-après, là, forcément, ça ne changera pas. Pourquoi? Parce que j'ai sélectionné l'image de référence, l'image optimisée, ce qu'on voit ici à l'écran. On va y venir dans le cours de ce tutoriel sur cette image de référence, parce qu'on peut comparer aussi avec une image de référence
avec un instantané aussi également. Là, si je reviens sur mon image originale, vous avez ici l'image notamment qui a été optimisée, c'est-à-dire avec les corrections d'optique. Si je fais mon avant, je vais avoir l'image originale comme avant, comme je vous l'ai montré, et le après avec l'image optimisée et les corrections d'optique. Voilà. Vous voyez un petit peu le principe. Au niveau du zoomer, vous pouvez ici zoomer à 1 sur 1 et après vous avez un zoom adaptif pour revenir un peu sur l'image originale. Je vous rappelle que si vous zoomez, vous avez la possibilité de regarder ici avec la petite chose ici, la petite photo, la petite image que vous avez là, de naviguer sur la partie qui vous intéresse. Et là, vous voyez un peu par rapport à l'image complète où vous vous situez, ce qui est très pratique lorsque vous zoomez. Vous pouvez également le faire ici, sans aucun problème. Mais vous voyez qu'en naviguant ici dans cette petite fenêtre-là, c'est beaucoup plus intéressant. Bon, on va dézoomer, voilà, on se remet au format contextuel ici qui est là. Vous avez la possibilité de faire un recadrage, comme vous le voyez ici. Donc, vous avez la possibilité de jouer avec l'opacité du masque. Ça, c'est très pratique. Je vous explique pourquoi. Bon, là, on a à 50%. Mais si vous voulez vous mettre... on va se mettre ici juste comme ceci. Si on se met à 0%, vous voyez ici ce qui se passe sur votre image en temps réel si on enlève les parties, vous voyez, de l'image, d'accord? Après, vous pouvez le mettre à fond, comme ça vous voyez combien vous allez prendre au niveau de votre image, juste comme ceci, au niveau du ratio, au niveau de son opacité. Bon, vous pouvez le laisser par défaut. Vous avez affiché la grille, vous pouvez l'enlever aussi, bien évidemment, ce qui fait que cette fonctionnalité-là reste encore plus pratique comme cela, comme vous voyez. Au niveau du mode de vue, je trouve ça vraiment pas mal. Bon, on va revenir comme ceci. Ratio de l'image, vous pouvez prendre un 16/9, par exemple, pour différentes choses. Vous voyez un petit peu la chose. Donc là, on va enlever cette fonctionnalité. Vous avez la possibilité de régler la photo en rotation, vous voyez, en 90 degrés, sans aucun problème. Et juste à côté, vous avez la possibilité de régler la ligne d'horizon. Bien évidemment, ici, hop, vous pouvez faire, pourquoi pas, cela comme ça. Voilà, vous pouvez régler la ligne d'horizon juste comme ceci, pourquoi pas, vous voyez, ça prend 2 minutes. Alors, voilà pour ce petit menu du dessus. Je vous rappelle maintenant ce que vous pouvez faire dans Filmpak 7. Vous avez la possibilité de jouer avec les pré-réglages et le personnaliser. Ces deux trucs-là. Vous choisissez le point de départ. Alors, première chose que je tenais à vous dire aussi également sur l'histogramme, qui est superbe aussi, vous avez le mode RVB en même temps, d'accord, rouge, vert et bleu. Vous avez les différents canaux, rouge, vert et bleu qui sont ici, et vous avez un canal de luminosité, vous voyez, juste comme ceci, selon les tonalités ici de l'image, en termes de luminosité. Voilà, ça, il faut le savoir aussi également. Donc, au niveau de la lisibilité de cet histogramme-là, il est assez complet. Ça fait son job. Vous avez ici l'onglet pré-réglage avec les différentes pellicules. Alors, vous avez beaucoup de pellicules dans ce Filmpak 7. Et je vous rappelle, si vous voulez utiliser Filmpak 7 Elite dans Photolab 7 Elite, vous pouvez toujours le faire aussi également. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ça vous permet de ramener des fonctionnalités supplémentaires avec votre Photolab 7. Je vous en avais parlé déjà la dernière fois. Ça ne change pas par rapport au Filmpak, je vous le rappelle bien sûr. Alors là, vous avez la possibilité de filtrer ici les différents presets. Comme vous voyez ici, vous avez les couleurs, les noirs et blancs, les films classiques, films négatifs, films diapositifs, rendu designer, en termes de films digital, films cinéma, la Time Machine, parce que Time Machine, ça regroupe encore un truc assez particulier, on va parler juste maintenant, qui est vraiment super. Et vous avez aussi l'onglet personnalisé, mais rendu, c'est-à-dire les pré-réglages que vous auriez fait dans Filmpak 7. Vous pouvez aussi notamment visiter tous les pré-réglages que vous avez là. Là, vous avez les films négatifs. Bon, après, vous allez tomber sur les autres catégories, mais vous voyez que ça fait une multitude quand même de films à aller voir ici. Donc, pour faire le choix, c'est vrai que c'est préférable de filtrer. Et vous avez aussi une autre fonctionnalité qui est ajoutée. Et là, c'est pas des moindres, c'est le Time Machine. On en avait parlé déjà la dernière fois. Ce qui est très intéressant ici, c'est que vous avez les différents types de photos classées par frise chronologique. Vous voyez, on voit vraiment du plus ancien en 1827. Et là, si vous avancez bien évidemment ici, vous avez les différentes catégories que vous voyez là. Bon, les années 1900. On va aller juste ici, vous voyez 1910, vous voyez 1920. Et si vous cliquez, par exemple, bon, par pur hasard ici, vous avez une petite histoire qui raconte un petit peu le contexte des films. Donc c'est toujours aussi amusant à prendre. Et vous avez par rapport à cela les différents films à utiliser, bien évidemment, juste sur le côté, qui vont vous permettre de constituer le point de départ de votre photo ici. Vous voyez un petit peu le principe de Time Machine. Je vais enlever ce Time Machine, mais moi je vais passer dans l'onglet personnaliser directement. On va regarder ici tout de suite les différentes possibilités de Filmpak 7.
Vous voyez que la classification se fait en toute logique. Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer chaque catégorie principale ici pour pouvoir vous expliquer étape par étape ce qu'on va pouvoir faire dans ce logiciel, bien sûr. Vous avez la possibilité de partir avec 2 points de départ. Soit vous partez en couleur, soit vous partez en noir et blanc. Ça, c'est une bonne chose aussi. C'est ce qu'on retrouve aussi également dans Photolab 7. Vous allez le voir ici, une fonctionnalité avec un interrupteur tout simple. Soit vous êtes en couleur, ou vous switchez l'interrupteur et vous allez en noir et blanc. On va le voir tout de suite. Alors, l'interrupteur en question, il est ici. Vous switchez, vous allez par exemple en noir et blanc et vous allez commencer votre traitement en noir et blanc. Ici, je suis en couleur, je reste en couleur. J'ai volontairement pris un RAW, comme vous le voyez ici, qui est quand même sous-exposé, qui a une dynamique assez challenging, hein, comme on le voit là ici, différence entre lumière et ombre conséquent quand même. Mais ce n'est pas un problème pour moi, puisque là, regardez ici, je vais ouvrir ce petit onglet film. Là, ici, vous avez différentes catégories. Vous pouvez, si vous le souhaitez, aller dans un rendu d'un film et sélectionner aussi un film à partir de là. D'accord, d'ici. Vous avez les différentes catégories, bien évidemment. Après, vous pouvez naviguer sans aucun problème. Il n'y a aucun problème là-dessus. Bref, vous voyez un petit peu le principe. C'est la même chose que l'onglet des pré-réglages. À part que là, vous pouvez reprendre la chose si vous décidez, vous changez d'avis, par exemple, que vous voulez vraiment passer par un rendu. Si vous voulez ajouter du grain, vous pouvez le faire aussi également. Et vous avez les différents types de grains qui ont été émulés aussi également, ce qui est vraiment superbe. Vous avez un virage dans les tons clairs et dans les tons foncés. Donc vous allez pouvoir ici sélectionner, d'accord, ton clair, ton foncé. Et une fois que vous avez sélectionné votre ton, par exemple, je vais prendre le ton foncé. Donc tous les tons foncés vont devenir de cette couleur. Je peux changer la teinte, bien évidemment, d'accord. Et si je me dis, bah tiens, ça c'est pas mal comme cela, je vais changer même un peu la saturation, bon, on va changer un peu l'intensité. Je vais dire que, bah tiens, ce réglage-là, il est quand même pas mal dans mon virage ici, des tons foncés. Bah, ce que je peux faire, c'est aller ici. Et vous voyez, vous avez le petit plus ici. Vous cliquez sur ce petit plus et vous avez la couleur émulée qui se retrouve juste là. Et vous pourrez le réutiliser dans un prochain réglage, sans problème, bien sûr. Qui est quand même une bonne chose. Et bien évidemment, n'oubliez pas que vous pouvez appliquer ces tons foncés et ces tons clairs, ce virage. Donc, soit vous pouvez appliquer ces tons clairs et ces tons foncés à, ici vous voyez la texture, la fuite de lumière et également le cadre. Ce qui fait que ça vous permet de, si vous voulez, là vous voulez appliquer des effets, bon, virage sur votre image ici, vous allez l'appliquer. Mais si après vous voulez mettre un cadre par exemple qui est proposé dans Filmpak 7, mais vous ne voulez pas affecter ce cadre aussi également, bah, vous décochez tout simplement cette fonction-là. Mais par contre, si vous voulez que le cadre soit affecté par ce virage, cette fonctionnalité virage avec les couleurs, bah là vous appuyez simplement sur cette icône-là et là ça va s'appliquer automatiquement bien sûr. Alors pour les tons clairs c'est la même chose, vous allez sélectionner une couleur par exemple celle-ci. Si vous décidez par exemple de régler l'intensité un peu moins forte, ben, vous pouvez le faire aussi également. Si vous voulez sélectionner une autre couleur aussi, vous voyez par exemple ici, ben, vous pouvez le faire sans aucun problème. Et là bien évidemment toujours la même chose, le petit plus qui revient ici. Et ce qui est avantageux en faisant le petit plus, vous voyez en changeant le pré-réglage ici, vous gardez ce pré-réglage non seulement dans les tons clairs, mais vous aurez remarqué aussi également que si vous allez dans les tons foncés, vous allez retrouver cette même couleur dans les tons foncés. Ce qui fait que, hop, vous pouvez basculer et régler une seule couleur uniforme par moment sur ce virage avec les tons clairs et les tons foncés. Ce qui peut être aussi une possibilité de créativité aussi également. Bon, là, bien évidemment, vous vous doutez bien, on va prendre une autre couleur pour le dessus. Et vous avez aussi un équilibre, bien évidemment, entre les tons clairs et les tons foncés. Soit vous allez prendre ici les tons foncés ou soit les tons clairs, vous voyez. Plus vous allez aller vers la droite, ce sera les tons clairs. Plus vous allez aller vers la gauche, ce sera uniquement les tons foncés. Et si vous voulez un intermédiaire, ben, vous prenez le curseur juste comme ceci. Vous voyez. Très simple à comprendre. Là, ici, vous avez la nouvelle fonctionnalité hein, qui est réinitialisée. Voilà. Ça, c'est très pratique parce que sur chaque panel, vous avez ce panel de réinitialisation, ce qui fait que ça vous permet aussi de ne pas à chaque fois réinitialiser chaque curseur. Et bon, bien sûr, la dernière nouveauté que je vous avais dit aussi la dernière fois, bon là, je vais dans de l'extrême quand même au niveau de ce truc-là, j'ai baissé un peu l'intensité. Si je viens ici, si je clique sur la teinte, vous voyez, j'ai le avant et le après. Rien que sur ce réglage. Si je viens sur l'intensité, avant et après, vous voyez, j'ai ce truc-là aussi. Ce qui est très très pratique quand même, hein. On voit les choses ici d'une manière intéressante dans ce logiciel. Voilà, donc ça c'est la partie film, comme vous le voyez ici. Bon,
Là, je pars du principe qu'on ne prend pas de film de départ. Bon, si on veut prendre un film de départ, on va tout simplement ici prendre par exemple celui-ci en noir et blanc. Là, il est parti sur du noir et blanc. Et on va repartir sur du développement juste après à partir de ce film-là. Vous pouvez prendre un point de départ. Mais là, je ne vais pas prendre de point de départ pour le moment. Je vais aller directement dans le module de développement. Et là, on va s'intéresser aussi du développement du fichier RAW, puisque vous savez que maintenant, on a toutes ces fonctionnalités-là qui nous permettent justement, ces fonctionnalités, de régler notre photo. Là, ici, je vois très bien que, bon, au niveau de cette dynamique-là, je vais tirer quand même forcément les ombres, parce que vous vous doutez bien, regardez, hop, il y a un manque sensible ici au niveau de la clarté, au niveau des ombres. Je peux aller un petit peu plus dans les extrêmes si je veux éclairer encore plus, bien sûr. Bien sûr, je peux aller jusque là, vous voyez, ça peut aller jusque 100, juste comme cela. Bon, si on va jusque 100, bien évidemment, ça fait un effet plus ou moins HDR. Là, vous voyez que si je zoome ici, on n'a plus cette aberration chromatique. On a l'impression d'avoir une aberration chromatique comme ceci, mais je vous rappelle, c'est comme Photolab 7 ou les précédents Photolab, bien sûr, il faut zoomer, bien évidemment, pour ne pas voir cette chose que vous voyez là. Vous voyez qu'il n'y a pas d'aberration chromatique. Et en export, je vous rassure, il n'y aura pas d'aberration chromatique aussi également. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir aussi. Comme je vous l'ai dit, on ne va pas aller à l'extrême, on va partir sur quelque chose de raisonnable. Voilà, au niveau des ombres, on va rester juste comme cela. Au niveau des tons, des hautes lumières, hop, on va redescendre un petit peu ici. Et là, au niveau des tons moyens, bon, on peut aussi ajuster, pourquoi pas. On peut soit baisser ou bien ouvrir un peu les tons moyens. Moi, je vais un peu les baisser comme cela. Alors, c'est au goût de chacun. Petite précision aussi également, il y en a qui vont préférer tirer les ombres légèrement, vous voyez, juste comme ceci. Il y en a qui vont préférer un petit peu tirer un peu plus, il y en a qui vont pouvoir aller juste comme cela. C'est au goût de chacun, c'est selon ce que vous avez vu aussi le jour-là au niveau de la scène, d'accord. Vous seul êtes juge de la scène que vous avez vue la dernière fois. Je vous rappelle que la dynamique de l'œil humain, bien évidemment par rapport à la dynamique de l'appareil photo, l'appareil photo n'est pas capable de gérer une dynamique comme l'œil, parce que l'œil s'adapte forcément à la scène et nous on verra beaucoup plus de détails, bien évidemment on n'aura pas de dynamique aussi marquée qu'un appareil photo. Là ici au niveau des noirs, du point noir, possibilité aussi de décrocheter un peu comme cela, vous voyez, juste comme ceci. Voilà. Encore une fois, je reviens sur sur le visu d'une photo. Si vous partez dans un esprit créatif, que vous voulez tirer un petit peu plus les ombres et faire un peu plus une photo qui va tirer vers la créativité type fine art, quelque chose comme ça, là, vous pouvez bien évidemment casser un peu les fondamentaux et repartir dans un système de créativité un peu plus avancé. Alors, on va dire que comme ça, on a notre photo qui est assez sympa. Hein, on va dire que on a un bon point de départ. Je peux même, si je le souhaite, allez ici, je vais baisser un peu mon exposition, juste comme ça, mais bon. Après, on va avoir un petit problème, parce que si je baisse l'exposition, forcément, ça va baisser le reste ici au niveau des ombres, je vais devoir ajuster, etc., etc. Mais je ne vais pas faire ça, je vais rester comme ceci. Pourquoi? Parce qu'on a une nouvelle fonctionnalité dans Filmpak 7. Ça, vous le savez très bien. Je vous en avais parlé aussi également. C'est aussi l'une des options qui est vraiment super intéressante de l'avoir. C'est parce que vous pouvez même l'intégrer dans Photolab 7. On avait fait le test la dernière fois. Ce sont les masques de luminosité. Mais avant de passer aux masques de luminosité, on va passer par l'onglet couleur. L'onglet couleur qui comprend la saturation et la vibrance. Classique. Vous allez ici, soit vous partez par la droite et vous allez réchauffer l'ambiance complète de votre image, ou soit vous allez ici vers la gauche et là vous allez désaturer un peu, ce qui peut donner un beau petit look assez particulier à cette photo. Alors bien évidemment là, on va ici rester comme cela. Cette saturation va s'appliquer sur la couleur complète de l'image. Ça va être moins chirurgical que la vibrance, puisqu'il va prendre la saturation de l'image dans la globalité de celle-ci. D'accord, on va saturer toutes les couleurs sans exception. Par contre, la vibrance, elle, va être un petit peu plus subtile. Parce que regardez, on va la monter cette vibrance-là. Elle va avoir tendance, vous allez voir par rapport à la saturation, de saturer sélectivement. C'est-à-dire qu'elle va vous saturer les couleurs qui ne sont pas saturées par rapport à la saturation qui, elle, va faire une saturation globale. Ce qui fait que vous le voyez ici, vous avez une vibrance qui est un petit peu plus subtile. Vous voyez, avant, après, juste comme cela. Je suis pourtant 62. Je vais faire de même avec la saturation. Vous voyez, ici à 62,
C'est beaucoup plus fort. Regardez, avant et après. D'ailleurs, regardez, on a saturé aussi également la pierre qui est juste là et on voit notamment un petit truc ici qui vire vers le bleu. Donc, vous voyez que là, au niveau de la vibrance, par contre, si je monte, hop, c'est beaucoup plus raisonnable au niveau de la saturation. Vous voyez, juste comme cela. Bon, j'ai tendance à faire un petit truc comme cela, mais c'est vrai que la nouvelle fonctionnalité est là, vous voyez, juste comme ceci, sans aucun problème. Alors, en dessous de cette couleur, cet onglet couleur, on a bien évidemment les masques de luminosité. Vous voyez, juste comme ceci. On va en revenir juste après. Je vais d'abord passer par la balance des blancs. Parce que comme vous le voyez ici, vous pouvez retrouver ici différents paramètres de balance des blancs. Hein. Vous avez des espèces de petits presets, comme ça, hein, comme vous voyez ici. Bon là, ça tourne vraiment au bleu, bien sûr. C'est pas assez adapté, bien évidemment. Là, ce que vous pouvez faire, c'est prendre la petite pipette et prendre un point plus ou moins neutre ici dans l'image qui va vous permettre de vous donner une balance des blancs plus ou moins homogène dans la photo. Bon, on va essayer de prendre ce point blanc ici qui traîne juste comme cela, vous voyez. Voilà, c'est plus ou moins intéressant. Vous voyez là ici, bon, au niveau de l'histogramme, ça passe plus ou moins bien. Après, vous pouvez rééquilibrer aussi l'ensemble, repartir un peu en arrière, neutraliser encore un peu l'ensemble. Vous voyez que là, ça chevauche au niveau des bleus, ça va un petit peu plus vers les tons moyens, donc ça déséquilibre un petit peu l'ensemble. Pour équilibrer, bon, on va prendre un histogramme qui va se recouper un petit peu dans la même chose comme cela. Hein. On va essayer de recouper ensemble les différentes couches dans les mêmes endroits, et ce qui va nous permettre un peu de neutraliser un peu tout cela. Après, vous pouvez partir bien évidemment dans quelque chose d'un peu plus créatif. Hein. Si vous voulez réchauffer ici notamment la scène, vous pouvez le faire comme ceci, comme on est dans le cadre d'un coucher de soleil, qui se prépare aussi là également. Allez, pourquoi pas, on peut partir dans quelque chose de plus créatif, bien sûr. Bon, alors bien évidemment, à vous de faire les petits contrôles, bien sûr, et vous avez la possibilité de régler la teinte. Vous voyez, pourquoi pas un petit truc comme ça. Ça fait un truc assez sympa. Bon, n'oubliez pas, vous avez toujours ce petit bouton aussi également là pour faire un avant et un après. Et bien sûr, la nouvelle fonctionnalité ici, avant la température et après. Et si vous voulez sélectionner la teinte, avant et après. Vous voyez que c'est sympa. Donc là, c'était pour la balance des blancs. On va garder cette balance des blancs là plus ou moins créative. Je vais la fermer comme ceci. Et là, vous avez forcément, on va revenir dessus, l'onglet masque de luminosité. Et là, cet onglet masque de luminosité, forcément, ça va nous permettre de faire des réglages très localisés, notamment dans des photos avec une dynamique comme celle-ci, ça peut être intéressant. Vous avez par rapport à ces masques de luminosité, ces fonctionnalités qui viennent juste ici. Alors attention, petit truc que je tenais à vous donner, un petit tips aussi également, lorsque vous êtes dans les masques de luminosité, vous avez cette barre orange qui est très très pratique sur le côté. Pourquoi? Ça vous permet de voir justement quelles fonctionnalités vous allez utiliser dans les masques de luminosité. Je m'explique, vous avez la possibilité d'utiliser la balance des blancs, les contrastes, que ce soit les contrastes ou les micro-contrastes, et vous avez aussi un panel complet de développement, d'accord, dans ces masques de luminosité, bien sûr, avec l'onglet lumière. Alors, bien sûr, vous allez me dire, dans Film Pack 7, vous avez ces fonctionnalités-là, dans cette fonctionnalité masque de développement, etc. Si vous voulez aller plus loin, ça c'est une question de choix personnel, et si vous aimez bien l'environnement masque de luminosité, je vous rappelle, hein, c'est pas parce que c'est Photolab 7 ou Film Pack 7, moi les masques de luminosité, je l'avais déjà traité dans Photoshop, dans nombreux logiciels. C'est vraiment une fonctionnalité intéressante, bien sûr. Donc là, ici, dans ce cadre-là, vous avez uniquement ces fonctionnalités-là qui sont déjà pas mal. Hein. Vous pouvez faire pas mal de choses déjà dans Film Pack 7 avec cela. Mais si vous voulez aller plus loin, dans Photolab 7, là, vous avez l'intégration de ces masques de luminosité, mais vous avez bien évidemment plus de fonctions pour utiliser ces masques de luminosité, bien sûr. Vous avez plus de fonctionnalités. Je vous invite à aller voir le Photolab 7 en action que j'ai fait la dernière fois. Ça regroupe vraiment, ça fait une belle coupe de ce que vous pouvez faire avec les masques de luminosité, avec ce truc-là aussi également. J'avais repris aussi un peu les ajustements locaux et toutes ces choses-là. Bon, là, on reprend cet outil de masque de luminosité. Vous avez une petite pipette que vous voyez ici, d'accord ? Vous avez une petite pipette que vous voyez ici. Bien évidemment, si je vais cliquer là, ça ne marchera pas. Aucun masque de luminosité. Cliquez sur le bouton plus ci-dessous pour créer un masque. On clique sur le plus. Voilà.
Alors, par définition, là, vous allez avoir un masque qui va se faire aléatoirement, puisque là, on est sur le milieu au niveau des tons moyens. Donc, il va me sélectionner tout ce qui est ton moyen dans mon image. Et la couleur du masque, bon, elle est comme celle-ci. Bon, là, c'est pas trop valorisant ici en jaune. Ce qu'on va faire, on va changer la couleur. Vous voyez, c'est l'avantage, encore une fois, c'est configurable à tout va. Allez, pourquoi pas prendre du bleu, ce sera plus sympa. Voilà, juste comme ceci. Voilà, on voit les choses un peu mieux comme cela. Et vous pouvez régler l'opacité du masque. Vous voyez, soit vous le mettez juste comme ceci, ce qui vous permet d'avoir une meilleure lisibilité du masque, bien sûr. Et si vous voulez voir ce qu'il y a en dessous, vous pouvez le mettre à 50%. Bon, là, bien sûr, vous l'effacez complètement. Mais bon, c'est une possibilité. Vous voyez ce que vous affichez là. C'est au goût. On a également aussi un pinceau et une gomme pour effacer les parties qui ne nous intéressent pas du masque. On verra cela aussi également après. Vous avez les réglages du pinceau, taille, contour progressif, etc. Mais vous avez cette petite pipette qui apparaît aussi également lorsque vous cliquez sur le nouveau masque. Bon. Lorsque vous êtes sur votre petite pipette, vous allez aller dans votre endroit qui est juste là, dans votre image. Vous cliquez sur différents endroits de l'image et vous voyez que le masque change par rapport à la zone sélectionnée. Alors bien comprendre, si je prends cette zone-ci, on va arriver dans les ombres bien sûr aussi également. Vous avez la zone sélectionnée qui est ici. Alors, j'ai ma petite pipette, mais je peux très bien utiliser la plage du masque qui est là. La plage du masque est juste ici, c'est très simple à comprendre. Bon, sachez qu'en termes de luminosité, vous avez 256 valeurs de luminosité qui perdent de 0, le noir absolu, à 255, le blanc absolu. Ça fait 256 valeurs parce qu'on part à partir de 0, bien sûr, le noir absolu. Et vous avez bien évidemment ici, pour bien repérer la petite chose, la zone ici sélectionnée, on part du point 18 et là on arrive au point 41, d'accord? Et là sur le bas, vous avez les points 0 ici. Et là on arrive sur ce point-là, la transition, au point 66. Si je prends mon ascenseur, que je vais directement là, vous voyez qu'on est à 255, ce que je vous avais dit, 255 valeurs de luminosité. Bon d'ailleurs on ne va pas traîner, on va faire, boum, ce truc-là, on est entre le 0 et 255. Vous voyez les 256 valeurs de luminosité. Et là, ça revient à 0 à 255. Pourquoi? Parce qu'on revient au point de départ. Si je viens ici, que je fais tout simplement ce truc-là, vous voyez que là, j'ai une phase de transition. D'accord? C'est-à-dire que là, dans mes ombres, je vais prendre plus de sélection au niveau de mon masque de luminosité, au niveau de mes ombres, comme vous voyez ici. C'est une phase transitoire ici. Si vous avez du mal à vous en sortir avec les masques de luminosité, j'ai fait une capsule spéciale qui était sur Photoshop où j'avais parlé de la synthèse additive RVB et j'avais fait un chapitre complet sur la luminosité, j'ai vraiment tout mis dans le détail. Vous irez voir cet épisode, c'est en haut à droite et vous allez voir que c'est vraiment un petit régal. Si vous commencez avec les masques de luminosité, ça va vous permettre de vous ramener la lumière. Là, on va revenir ici, on peut revenir sur notre masque, sur une zone sélectionnée. Ici, bon, c'est le zone système qu'ils ont repris de Ansel Adams en fait. Vous avez le 0 noir absolu, 1, bon, vous montez à chaque fois d'un cran, bon, vous voyez que vous allez sélectionner ici les zones un peu plus particulières, c'est plus sélectif. Là, ici, on est sur les tons moyens, et là, on va aller plus vers la droite, on va forcément sur les hautes lumières pour arriver directement ici, sur les zones les plus claires, comme vous voyez là. Après, à vous d'ajuster, bien sûr, si vous voulez étendre la zone, vous voyez, vous pouvez le faire juste comme ceci, et bien évidemment, regardez, hop, on peut sélectionner plus de choses. Ce qui fait que ça peut vous permettre de faire des ajustements un petit peu plus précis. Mais attention, comme je l'avais expliqué dans Photolab 7, soyez plus prudent avec les masques de luminosité. Là, vous voyez, on a une sélection où on a des bords assez marqués. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas pris une sélection ici, une transition assez suffisante au niveau des masques de luminosité. Regardez, si je viens par ici, comme cela, je vais avoir une petite sélection qui va se faire là. On va dire que c'est plus ou moins intéressant. On a même les reflets qui sont pris. D'accord? Mais si vous ne voulez pas les reflets, regardez, vous prenez la petite gomme et hop, regardez. On se débarrasse de ça, bien sûr. On ne veut pas des reflets, on les enlève et voilà. Bon, au niveau de l'intensité, je vais le faire plus rapidement. Vous voyez, je l'ai mis à 100%. Voilà. Et j'enlève les reflets ici dans ces flaques du premier plan. Je vais le laisser sur la mer juste comme ceci, mais je peux l'effacer aussi si je le souhaite, bien sûr. Donc vous voyez un petit peu le principe. Le masque, bon là je vais enlever le masque pour ne pas être perturbé. Et par exemple, si je décide d'utiliser le curseur des hautes lumières,
Je vais baisser un peu mes hautes lumières dans ce masque de luminosité, vous voyez là. Ça vous permet de faire ce petit truc là aussi. Vous pouvez même régler la température dans cette zone-là. Si vous voulez, par exemple, réchauffer un peu la partie de la zone ici, localement, dans cette partie de masque de luminosité, vous pouvez faire aussi également. Vous voyez, je vais afficher le masque dans cette partie-là. Et vous pouvez partir sur cette partie aussi également avec un autre masque de luminosité. Là, vous voyez un petit peu le principe. Si par exemple, je décide de prendre un autre masque, voilà, j'ai ma petite pipette qui est juste ici. Je vais prendre cette partie-là au niveau des roches. Bon, je vais afficher mon masque parce qu'on voit rien. Voilà. Et là, il va me sélectionner cette partie-là. Ben, toujours la même chose. Si vous souhaitez aller dans les détails, là, ici, avec la zone, vous voyez que c'est cette partie-là. On peut partir juste ici pour sélectionner moins de choses. On peut bien évidemment repartir juste comme cela pour sélectionner plus de choses ici. Pour prendre une section un petit peu plus avancée au niveau de la luminosité, vous voyez, on va sélectionner plus ces points qui vont être un peu plus lumineux par rapport au sombre. Si je veux sélectionner plus de points sombres, je vais faire une phase de transition comme ceci. Et là, vous voyez que ça va se matcher naturellement. Et ce ne sera pas un masque qui va être trop rapproché, trop rasé, marqué au rasoir. Parce que si je le mets comme ceci, regardez, là, ça ne va pas le faire. Ça va vous faire des artefacts lorsque vous avez appliqué un réglage. Donc, n'oubliez pas de faire votre phase de transition juste comme ça. Je vous rappelle, n'hésitez pas à aller voir ce chapitre que j'ai fait sur les masques de luminosité sur Photoshop. Ça reprend les fondamentaux, c'est valable un peu pour tous les logiciels, c'est la base de la synthèse additive RVB bien sûr. Vous avez aussi également ce curseur qui vous permet de jouer sur l'opacité de votre réglage, de votre masque aussi également ici. Si vous appliquez un réglage après, là on va faire un petit truc assez rapide, je vais enlever l'affichage de ce masque. Si je décide par exemple d'affecter des micro-contrastes, vous voyez, j'affecte des micro-contrastes dans ce masque de luminosité, et sur ce masque-là, vous voyez, vous avez une opacité qui vous permet de régler bien évidemment l'opacité de votre masque de luminosité et donc en l'occurrence la puissance de votre réglage de micro-contraste également. Et bien sûr, si vous voulez baisser un peu l'exposition, vous pouvez le faire dans cette zone sélectionnée ou tout simplement ici réouvrir un peu les ombres dans cette zone-là, vous voyez, cette zone assez particulière, vous pouvez le faire localement comme vous le voyez là. Bien baissé, etc. Vous voyez un petit peu le principe de ce masque de luminosité. Je vous rappelle, allez voir le Photolab en action. Vous avez plus de fonctionnalités, bien évidemment, dans Photolab 7 pour les masques de luminosité, parce que vous avez encore d'autres ajouts au niveau des fonctionnalités, bien sûr. Mais ça vous permet aussi de comprendre le principe. Et dans Filmpak 7, si vous voulez vous contenter tout simplement de ces choses-là, on peut faire déjà beaucoup de choses avec cela. Vous pouvez utiliser aussi Filmpak 7 de manière autonome. Et je vous rappelle, vous pouvez débloquer la fonction plugin si vous avez Photoshop, si vous êtes utilisateur Photoshop ou bien que sais-je Lightroom. Donc rien ne vous empêche de faire vos éditions à partir de Lightroom et Photoshop et de repartir dans Filmpak 7 pour faire d'autres ajustements aussi également. Alors là ici vous avez notre petit plus pour ajouter un nouveau masque, on l'a vu. Là vous avez ici la possibilité de dupliquer le masque sélectionné. Ça va avoir un avantage. Je vais cliquer ici et vous voyez que là je duplique le masque ici sélectionné. Bon, bien évidemment si je duplique mon masque sélectionné, que va-t-il se passer sur mon masque sélectionné? Je vais avoir ici le contraste et les micro-contrastes qui ont été ajoutés. Donc là je vais l'enlever bien évidemment, puisque sinon ça va doubler un peu la donne par rapport à ce qu'on a fait préalablement. Bien sûr, vous avez curseur d'opacité si vous voulez jouer aussi encore également. Mais là, j'ai là enlevé, sinon ça doublerait ce qu'on a fait sur le contraste préalablement. Ensuite, vous avez aussi l'inversion du masque sélectionné. Par exemple, bon là j'ai ce masque-là. Si je veux l'inverser, regardez, hop, j'inverse. Et là, on va passer sur une inversion de masque. Donc tout ce qui aura été sélectionné sera inversé et ça passera de l'autre côté, bien sûr, au niveau du masque de luminosité. Ça peut être également pratique. Donc là, je vais enlever tout ça. Voilà, on va enlever le masque 2. Et également celui-ci. Tiens, j'ai enlevé ces trois masques. Voilà. J'aurais pu très bien faire aussi un reset aussi là, mais je n'y ai pas pensé. Alors ensuite, on a l'onglet contraste. Tout ce qui est contraste, je l'avais déjà couvert dans Photolab. C'était une autre version de Photolab. Je ne sais pas si c'était la 5 ou la 4. Je vais vous mettre la petite étiquette en haut à droite. C'était vraiment un tuto détaillé
sur cette fonctionnalité-là. Parce que bon, sachez que pour avoir les réglages supplémentaires ici dans Photolab 7, vous devez avoir Film Pack, que ce soit le 5, le 6 ou bien là maintenant la 7, bien évidemment. On retrouve bien sûr les contrastes traditionnels, les micro-contrastes aussi bien sûr, et vous avez aussi les contrastes fins qui sont encore beaucoup plus légers. Après, vous avez une séparation aussi de ces contrastes qui vous permet de les ajuster soit dans les ombres, dans les tons moyens, aussi également dans les hautes lumières. Vous avez la possibilité d'ajuster tout cela dans différentes zones bien sûr. Alors vous voyez que on a ce module de contraste qui reste bien évidemment là. Et vous voyez, j'ai encore tendance à toujours cliquer sur mes curseurs comme avant, alors que normalement, vous voyez, si je viens ici, si je fais tous ces petits ajustements assez rapides, si je veux revenir en arrière d'un coup, hop, voilà, j'appuie là-dessus et c'est fait. Et ça, franchement, ça vous fait gagner du temps par rapport au précédent Film Pack. Bon, pour la partie contraste, je passe cela bien sûr, puisque je vous renvoie sur la vidéo que j'ai déjà faite sur Photolab en haut à droite. Vous verrez qu'elle est archi complète. Vous avez les différentes fonctionnalités, comment utiliser contraste dans son intégralité. L'onglet balance des blancs, on l'a vu. Vous avez l'onglet teinte qui est juste ici. L'onglet teinte qui va vous permettre d'utiliser ces différents canaux que vous voyez là, rouge, orange, jaune, vert, cyan, bleu, violet, magenta et la globale. La globale, si vous voulez jouer sur l'intégralité de la teinte de votre image, vous voyez, on peut soit aller vers la gauche, soit aller vers la droite. D'accord, et là on va changer les différentes teintes, mais en même temps dans toute l'image. Bon, ça dépend, hein. Si vous voulez vraiment y aller, il faut y aller par légèreté comme cela, ça peut vous donner des résultats intéressants. Mais sinon, vous pouvez sélectionner chaque canal, soit le canal rouge, d'accord, donc vous allez pouvoir changer la couleur du canal rouge. Je vais aller à l'extrême pour que vous voyez bien la différence, parce que ça c'est sensible ces petits curseurs. Au niveau de l'orange, voilà, on peut changer la teinte de l'orange, et etc., etc. Vous voyez, bon, le jaune, on a une partie jaune qui est là-bas, on peut rectifier la teinte de celle-ci. Si vous avez du bleu, par exemple, dans l'image, notamment un peu dans les roches, eh ben, on peut changer la couleur, bien sûr. Vous voyez, bon, toutes ces fonctionnalités-là, bien sûr. Bon, là, bien évidemment, je pense toujours à faire ça, de revenir, de faire un double-clic, etc. Mais bon, on pourrait très bien faire nos petits réglages sur différents canaux, boum, boum, et si on n'est pas satisfait, on revient en arrière, et voilà, c'est fait d'un coup. Ah, j'ai appuyé par accident sur la balance des blancs. Pas grave, CTRL-Z, d'accord, vous irez voir la commande sur Mac, on peut revenir en arrière, et voilà, j'ai réinitialisé ce truc-là. Il fallait appuyer, bien sûr, sur la teinte. Voilà, donc après vous avez la saturation, on retrouve les mêmes canaux, hein, les mêmes couleurs, et là, bien évidemment, vous allez pouvoir jouer sur la saturation des rouges ici, notamment. Si je prends ici les jaunes, on retrouve une petite zone des jaunes ici. On a notamment ici les oranges, la zone orange. Si vous voulez modifier localement la zone orange, vous voyez, on peut le faire juste ici sans aucun problème. Après, vous avez la luminance. Bon, on reprend la même chose. La luminance, on va jouer sur la luminosité de manière globale. Hein. Cette fois-ci, ce ne sera pas sélectif comme les masques de luminosité, mais ce sera de manière globale dans l'image au niveau du canal orange, bien sûr. Vous voyez un petit peu le principe. La courbe des tons, là, on va être suffisamment aussi rapide là-dessus. C'est la même chose que dans Photolab, bien évidemment. Vous retrouvez cette courbe des tonalités qui vous permettent, par exemple, de prendre un point au niveau des tons moyens et de monter la luminosité aussi également si vous le souhaitez. Vous voyez, on joue avec l'histogramme, on voit que ça bouge à ce niveau-là. Et vous avez un impact aussi également avec cette zone-là de la courbe, c'est-à-dire au niveau des ombres et au niveau des hautes lumières. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que c'est une courbe des tonalités. Quand vous poussez comme ceci, vous voyez cette forme d'arc comme ça bouge un peu les points au niveau des ombres et les points au niveau des hautes lumières. Et bien évidemment, ça a un impact aussi sur cette luminosité dans ces zones. Alors bien sûr, après, vous pouvez aller sur chaque canal. Je vous rappelle, les canaux, il faut reprendre les couleurs complémentaires. Si vous montez, c'est le rouge. Si vous baissez, bien évidemment, ça va être quoi? Ça va être le cyan. On va appuyer sur un truc droit. Là, ici, la courbe verte, vous allez rajouter du vert ici, mais de l'autre côté, ça va être du magenta parce que c'est la couleur complémentaire. Le bleu, pareil, vous allez voir du bleu ici, si vous montez au niveau des tons moyens. Si vous baissez ici, vous allez voir du jaune, couleur complémentaire, bien évidemment. Bon, là, on est toujours dans les zones des tons moyens. Vous voyez un petit peu le principe. Alors, bien comprendre ici avec la courbe, si par exemple, je mets plusieurs points, que je vais faire un reset, vous voyez, il faut que j'appuie comme cela. D'accord? Alors, j'ai reseté complètement ma courbe. Parce que si je fais cela ici,
je vais avoir la tendance à faire un reset là, mais là, vous allez avoir un reset sur la petite chose là, mais vous allez conserver ces points-là. Il faut simplement appuyer sur cette petite chose ici, tout réinitialiser. Voilà, vous l'aurez compris. Je ferme cette courbe des tons. Vous avez la correction automatique, bon, qui là reprend la réduction de bruit, correction optique et protection des couleurs. Vous voyez que ça a été activé. Si vous voulez désactiver par exemple la correction d'optique, vous faites cela, hop, voilà, et vous arrivez juste ici. Vous avez bien évidemment les effets graphiques. Les effets graphiques qui sont ici, donc je vais fermer le truc développement. La possibilité ici de mettre un cadre. Alors vous voyez que vous avez différents types de choses que vous voyez là. Bon, là vous avez des négatifs. Bon, un cadre plus traditionnel, on va prendre plutôt celui-ci. Vous avez une position dans l'image ou hors de l'image. Vous voyez, juste comme ceci. Ce qui vous permet de soit cropper ou bien soit de laisser un peu plus d'image juste comme cela. Et pour avoir un cadre qui soit plus adaptif. Vous avez bien évidemment ici la taille, d'accord, de ce cadre-ci. Vous voyez un peu sur le côté avec la possibilité de faire ce cadre-là. Voilà, juste comme cela. Vous voyez, option cadre, très simple à comprendre. Les textures, pareil. Vous avez différentes textures dans Filmpak 7. On a par exemple du grain papier qu'on pourrait rajouter un peu comme cela. On pourrait monter l'intensité, comme vous le voyez ici. On peut déplacer ce papier, comme vous voyez ici, hein, on a différents types de déplacements. Quand vous cliquez sur cette icône, on peut intensifier cet effet. Vous voyez que ça nous donne des trucs sympas. On a différentes textures ici, ça peut rajouter quelque chose en plus dans notre image. Vous avez les gouttes d'eau par exemple, regardez, hop, je vais monter cela. On peut régler l'intensité comme on le voit ici, juste comme cela. Alors, je reviens un peu en arrière. Les fuites de lumière, encore une autre fonctionnalité. Regardez, hop, si je rajoutais ici une fuite de lumière, bon, je vais en ajouter encore une autre, voilà. Vous avez la position, d'accord. Soit on va le faire apparaître vers la gauche, soit on va le faire apparaître vers le haut, vers la droite, vers le bas, voilà. Ou de n'importe quel côté. Ça, c'est aléatoire, d'accord. Bien évidemment, vous avez aussi ce déplacement hein, qui vous permet aussi de déplacer aléatoirement cette fuite de couleur. Voilà. Et vous avez également les effets optiques. Effet optique avec le filtre, bon, qui revient à mettre un filtre de couleur devant votre objectif, mais là vous le faites de manière logicielle. On a ici du bleu, du vert, vous voyez, bon. Alors, à pleine intensité comme ça, enfin une intensité 100 c'est un peu trop, vous pouvez réduire cette intensité. Voilà. Et on va revenir tout doucement, vous voyez, ça permet d'injecter une petite couleur comme cela. Et pourquoi pas aussi du bleu, comme vous le voyez ici. Je reviens ici en arrière. Le vignettage créatif qui, lui, regardez, vous permet de rajouter une vignette dans la normalité des choses en noir ou en contreverse en blanc, ici comme ceci. On peut faire un vignettage inversé. Vous avez ici le milieu qui fait que ce soit la taille de la vignette, comme vous le voyez là. D'accord. Vous avez la phase de transition. Bon là, bien évidemment, si vous allez faire la droite, ça fait un bord très très marqué. C'est pas le but ici, il faut le laisser comme cela. Vous avez la taille ici arrondie, bon, juste comme cela, ou vous prenez une forme un peu plus carrée, ou rectangulaire plutôt vers la gauche, ici plus ovale vers la droite, et vous allez prendre une petite forme d'ellipse juste comme ceci. Vous pouvez placer le centre aussi également, hein, si vous placez le centre par exemple ici, ou bien là, voilà. On va remettre l'intensité de la vignette comme il se doit, juste comme ceci. On va réorienter un petit peu la taille avec le milieu comme cela. Et on va régler cette intensité légèrement. Voilà, pourquoi pas comme cela. Et ça vous donne une vignette, bien sûr. Là, vous voyez, bon, vous faites le avant et le après. On peut faire bien sûr un reset. Bien sûr, n'oubliez pas, hein, si vous cliquez ici, intensité, hop, avant, après. Ou le milieu, hein, avant, après. Ça vous permet d'avoir un petit œil, bien sûr, averti sur cette vignette. Bon, là, j'ai enlevé ce truc-là. Voilà. On en arrive là. Le flou, vous avez différents types de flou. Là, par exemple, si je monte l'intensité du flou, vous voyez, on est juste ici. On peut jouer sur le rayon, on peut jouer sur sa transition, bien sûr. Bref, je ne vais pas passer trop de temps sur cette fonctionnalité-là, elle était déjà présente préalablement. On a bien évidemment la diffusion. On a la possibilité de placer le centre. Voilà, pourquoi pas ici. Je viens là, je reprends le soft focus. Le soft focus, on va monter l'intensité.
Voilà, et vous avez aussi un curseur de diffusion, comme vous le voyez là. Voilà. Vous voyez un petit peu le principe, c'est pour ajouter du flou dans la photo, bien sûr. On ne va pas rentrer dans le détail dans cette fonctionnalité-là, puisqu'elle était déjà présente dans les films pack préalablement. Je vous avais promis ici une petite chose aussi, de la petite fonctionnalité aussi, avec l'image de référence qui est très pratique. Vous allez aller là. On va donc comparer avec. Vous pouvez créer un instantané. C'est ce qu'on va faire. L'instantané, c'est notre photo ici. D'accord? On se dit que c'est pas trop mal. Je garde la photo là, voilà, avec cet instantané là. On peut même la renommer, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, vous avez ici la possibilité de cliquer là. Bon, je vais mettre 0,1, voilà. On va faire quelque chose d'original. Allez, non. On va repartir dans le développement. Je vais, par exemple, je vais faire un truc au pif. Je vais monter l'exposition, voilà. Et je vais baisser les tons moyens. Je vais vraiment faire quelque chose, ou bien baisser l'exposition comme ça. Au niveau de la saturation, je vais désaturer, voilà. Je vais jouer un petit peu avec la vibrance juste comme cela. Voilà. Et je vais changer un petit peu, allez, la balance des blancs. Je vais réchauffer un peu comme cela. Bon. Je me dis que c'est pas trop mal comme ça. Mais je vais aller dans mon image ici de référence. Et vous voyez que là, j'ai mon image d'avant. D'accord? Que j'avais stocké en comment dirais-je, en instantané. Je vais créer encore un autre instantané, je vais créer celle-ci, d'accord, pour une petite sécurité, voilà, je vais faire 0,2, voilà, l'instantané est fait. Maintenant, je me mets sur celle-ci, sur la 1, voilà, parce que je me dis que je vais comparer ma photo actuelle, que j'ai sauvegardée en instantané ici, par rapport à celle d'avant que j'avais faite. Regardez, je peux le faire, je fais simplement ça, avant, après, avant, après. Vous voyez, je compare avec ma photo d'avant, qui était donc celle-ci, par rapport à celle que j'ai traitée là. Maintenant, je peux changer aussi également. Je peux tout simplement prendre celle-ci. Et bon, là, on revient sur l'initial, sur ce qui a été fait avec le avant et le après, d'accord, avec sans la correction d'objectif. Bien sûr, ce que je peux faire aussi également, c'est que là, vous voyez que là, bon, j'ai mon édition qui est ici, que j'avais sauvegardé en instantané. Si je décide par exemple de revenir sur celle-ci, je me dis, bah, tiens, elle était quand même pas mal celle-là. Je fais un clic droit et je fais revenir à l'instantané. Et boum, vous retrouvez les réglages préalables. Ce qui fait que ça peut vous servir aussi de copie virtuelle, tout simplement. Donc cette option est super intéressante, comme vous voyez ici. Les modes de comparaison, bien sûr, au niveau du avant-après. Bon, là, je vais me remettre sur, par exemple, celle-ci. Le mode du avant-après, voilà, on va se mettre en comparatif comme ça. Bon, vous avez l'œilleton comme ça qui vous permet de faire l'avant-après tout simple. D'accord, c'est un avant-après avec un bouton simplement pour passer l'image d'avant et de après. Voilà. N'oublions pas que je suis dans le mode comparé, que j'ai pris la dernière photo hein, pour la comparaison. Si je prends celui-ci, vous avez différents modes de comparaison aussi également. On reprend un petit peu le même principe que Photolab. Si je reclique de nouveau, vous l'avez en image partagée. Je vais revenir ici, puis bon là, vous voyez, on revient sur l'image normale. Je reviens sur celle-ci. Et là, vous noterez qu'il y a quelque chose au milieu de votre, comment dirais-je, de votre photo, juste comme cela. Vous pouvez cliquer sur la rotation, c'est-à-dire que si je clique dessus, là vous voyez que l'image là passe ici au-dessus. D'accord? Et là vous avez le avant-après comme cela. Donc vous voyez un peu le principe. Je fais cela et la même chose, regardez, bon je vais cliquer ici là-dessus, vous avez l'avant, l'image courante et l'image de référence. Donc vous pouvez regarder comme ceci, en balayage comme cela. Et si vous cliquez là, regardez, on a un balayage ici, comme un petit volet, qui est super intéressant. Donc on change de sens. Voilà, soit comme cela, bien sûr. Bien comprendre ces petites choses. Bien évidemment, vous pouvez partir sur un pré-réglage en premier et ajuster le type de développement. Vous avez bien évidemment aussi dans le film la possibilité d'ajouter du grain. Hein, ça, je vous l'avais dit déjà tout à l'heure. Si vous décidez de mettre un film, par exemple ici, pour commencer, ben, hop, vous mettez celui-ci. Et là, en montant l'intensité. Et après, vous rectifiez bien évidemment dans votre recette ce qui se passe aussi là-dedans. Vous voyez un peu le principe. Si vous cliquez sur votre bouton droit, au milieu de l'image, vous pouvez réinitialiser l'image, bien sûr, comme vous le voyez, comme cela. Et bien évidemment, malgré que vous réinitialisez l'image, vous avez toujours vos réglages qui sont ici. Et si vous dites, ah bah tiens, je vais changer d'avis, je vais revenir quand même sur mon édition, revenir à l'instantané,
et vous revenez à votre instantané. Vous ne perdez pas, bien sûr, la main. Pour avoir plus de lisibilité, vous pouvez cliquer juste ici. Et pour regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de votre image, vous voyez, vous pouvez faire la comparaison par rapport à l'image de référence ou l'image optimisée, c'est-à-dire après optimisation des réglages des données optiques. Et vous faites le avant et le après, vous voyez, juste comme cela. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Nous, dans tous les cas, on se retrouve dans les différents logiciels de post-production. Je vous prépare bien des surprises. Encore une fois, je vous remercie de votre fidélité. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.